Bonjour, je voulais d'abord t'exprimer encore une fois l'admiration profonde qu'on a tous dans le comité de programmation pour ton film et pour aussi ton œuvre, qui a marqué aussi toute la programmation parce que c'était un film que mettait déjà en place quelque chose de très important et on a réfléchi aussi la programmation autour de ça. Et donc, pour te remercier. Et donc, je voulais commencer aussi parce que j'ai vu un dernier petit film que tu avais fait qui s'appelle How I Decide to Make Films en 2023, qui m'a beaucoup plu et qui m'a fait comprendre aussi ton approche à la contrainte et au cinéma, si tu veux bien raconter donc l'anecdote et nous dire comment ça se prolonge jusqu'à maintenant. Oui, je crois que c'est un peu un ensemble de choses qui se mettent en place. Moi, je suis autodidacte. Je n'ai jamais étudié le cinéma, ni la photo, ni la photographie, ni l'animation, ni rien du tout. J'ai fait des mathématiques. Mon rapport, en fait, comment je suis tombée dans le cinéma, si je puis dire, c'était à 16 ans. En fait, j'étais intéressée quand même, très intéressée par la photo. Je voulais apprendre. C'est la seule fois de ma vie où j'ai fait un cours, entre guillemets. J'ai voulu faire un cours de photo qui s'était avéré être un cours plutôt de cinéma et d'analyse filmique. Mais à l'époque, on était en pleine révolution culturelle en Iran. C'était 3 ans après la révolution, même pas 3 ans, 80, ouais, enfin 2 ans, 1 an et demi, 2 ans après la révolution. Les films étaient déjà interdits, on ne pouvait pas en voir. Donc en fait, on avait un prof qui nous dessinait les plans au tableau avec un bout de craie. Moi, j'étais la plus jeune dans le cours. J'étais une des rares filles d'ailleurs, il y avait beaucoup de garçons. Très vite après, j'ai été arrêtée en fait, c'est parce que j'avais des activités, ou en tout cas j'avais essayé surtout d'aider quelqu'un qui était recherché par le régime, mais moi je l'avais caché. Et donc j'ai fait presque 1 an de prison, sortie de prison, plus le droit d'étudier, plus rien. J'ai décidé de quitter l'Iran. Et sur un malentendu, j'ai pu obtenir un passeport. En fait, c'était une erreur de leur part. Normalement, d'après leur règlement et les papiers qu'ils m'avaient obligé de signer, je n'avais pas le droit de quitter le pays, mais ils se sont trompés, ils m'ont quand même livré un passeport. Je l'ai demandé parce que moi, je fais toujours mon possible pour passer l'interdit. Donc là, ce coup-ci, ça avait marché. J'ai pu quitter l'Iran, j'arrive en France, et donc études de mathématiques, travailler, etc. Donc mon rapport au cinéma, c'est ça, pour revenir à ce que tu disais, c'est comment dépasser la contrainte, comme c'était le cas du film avec Fatem, en fait, avant même que je fasse la connaissance de Fatem. Pour moi, l'important, c'était de trouver la réponse à une question qui m'obsédait. Donc, je pars à la recherche de cette réponse, j'arrive au Caire, je suis bloquée, je rencontre Fatem. Et en fait, pour moi, le moyen de filmer et les choix, le parti pris de filmage, c'est pas qu'ils n'ont pas d'importance, ont beaucoup d'importance, mais je dépasse les obstacles, en fait. En faisant des choix, je positive les obstacles pour les mettre au service de ce que je veux dire. Donc, comme dans d'autres films comme Téhéran sans autorisation, j'ai déjà travaillé dans Harrod aussi avec le téléphone portable. Ici, j'ai mis non seulement le portable, mais la déconnexion et la distance physique au service de ce que je voulais faire ressentir aux spectateurs. Je voulais que les gens sentent avec moi cette frustration d'être loin, d'être coupé en permanence. C'est quelque chose que je connais un peu côté iranien déjà, mais pas du tout aussi violemment dans le cas de Gaza et des Palestiniens. C'est un peu ça au départ du dispositif. Donc, pour revenir à ça, ça crée une nouvelle forme. Et c'est-à-dire que donc cette question de la disparition de l'image et la disparition aussi de la personne, mais aussi la forme devient aussi raconte, sans besoin de mots, sans besoin de rien que la forme va raconter aussi. Le film va être imprégné d'une tension permanente qu'il y a à chaque fois que la connexion s'interrompt, à chaque fois que l'image est pixelisée ou que se fige. Et donc ça crée donc sur le visage de Fatem et aussi sur le film même un rythme qui est propre donc à la contrainte et aussi à la façon que tu as trouvé de mettre ça en place, que tu n'as pas cherché à gommer ou à enlever comme un défaut, mais que tu as pris comme vraiment un élément du langage. Et ça implique aussi voir
le cinéma aussi comme une façon d'apprendre la réalité quelque part. Le sujet aussi demande ça. C'est pas uniquement les contraintes, mais c'est que cette réalité-là, est-ce que je voulais montrer et pas montrer? Parce qu'on est noyé dans les images de la guerre, en fait. Des images trop propres, même, à la limite. Tellement propres que ça devient impersonnel, que ça devient désincarné, que ça devient... comment ça en perd l'humanité. Parce que publicitaire, j'ai envie de dire. Oui, ça devient comme des pubs, en fait. Et en fait, tu perds totalement ton empathie vis-à-vis de l'image. Déjà, les images sont horribles. En plus, il y a la musique par-dessus. On perd tout ça. Et moi, j'ai essayé de tout enlever, en fait, pour garder vraiment un strict au minimum pour exprimer, tu vois ce que je veux dire, quelque chose de vraiment minimaliste, effectivement. Et je pense que ce minimalisme a rapport et c'est quelque chose qu'on a ressenti aussi dans les comités de programmation, c'est difficile de parler de ça, mais la sincérité. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est très direct entre toi et ton geste, et aussi ton lien à Fatem, mais aussi ton lien au spectateur, et aussi à ta pratique. Et ça, c'est, par exemple, le moment où tu vas ouvrir la porte au chat, ou le moment où tu parles de ton quotidien aussi, c'est une façon aussi de dire, bon, là, on est humain dans un rapport simple aussi. Hier, tu as parlé du journal intime aussi. Et je pense que c'est plutôt ça la forme. Bon, je ne sais pas si on devait un peu essayer de voir ton film là. Je pense que ça a à voir beaucoup avec un journal intime à deux, quelque part. Et donc, je voulais savoir si Fatem, elle savait que le film allait prendre ces formes-là. Et qu'est-ce qu'elle en pensait? Que tu nous racontes ça. J'avais pas discuté de la forme du film, la forme finale du film avec Fatem. J'avais envoyé une fois un bout, quand même, la deuxième conversation qui est quasiment montée comme ça, comme c'est dans le film. C'est très étrange parce que j'ai l'impression qu'elle s'est protégée. Elle a d'abord dit qu'elle allait le voir très vite. Puis, elle m'en a jamais parlé. Et je lui ai demandé une fois ou deux, elle m'a dit non, j'ai pas pu le voir parce que j'ai des problèmes de connexion. Je ne sais pas si elle a pas voulu voir, mais je pense que ça l'a pas dérangée, en tout cas si elle l'avait vu, puisqu'elle me l'aurait dit, parce que sinon elle n'aurait pas continué. Bien sûr, c'était le tout début. Mais on n'en a jamais parlé. Moi, je lui ai dit qu'elle savait que ça, c'était l'essentiel du film, les conversations que je filmais. Et qu'il y aurait ces photos aussi. Elle le savait aussi. Mais après, la forme et la vidéo aussi, puisqu'en fait, je lui demandais quand même de m'envoyer des vidéos, et notamment cette longue vidéo. On a beaucoup travaillé jusqu'à ce qu'elle y arrive, parce qu'en fait, au début, c'était des plans serrés, des plans courts en la vidéo en parcours. Oui, j'ai beaucoup insisté. On a eu quand même peut-être 2-3 mois avant qu'elle puisse me l'envoyer, ça, ce qui est dans le film. Okay. Oui. Aussi avec des problèmes, des intermittences qui sont dues aux problèmes de connexion et aux problèmes de la guerre, c'est-à-dire que c'était pas toujours possible qu'elle aille filmer, tu vois. Et oui, il y a eu un tas de vidéos qu'elle m'a envoyées qui n'étaient pas exactement ce que je voulais. Et là, quand elle a réussi à faire ça, là, c'était parfait. Et je voulais juste finir pour une question donc, par rapport au titre, que je trouve incroyablement fort dans ce que ça dit et ce que ça peut porter comme même avant, quand on a pris le film où elle était toujours là, mais après, donc cette question de s'élever, de se soulever, et cette question de marcher aussi, parce que si les faiseurs de miracles, ils disent aux morts, levez-vous et marchez. Et qu'est-ce que ça t'inspire? Et moi, ça m'inspire plein de choses. Il y a pas une seule, mais je suis intriguée par rapport donc au titre. Moi, quand elle l'a dit, parce que ça vient d'elle en fait, elle me l'avait dit plusieurs mois avant la fin de cette conversation qui finit quasiment, qui clôt le film et où je lui en reparle. Déjà, ça m'avait marqué, ça a trotté dans ma tête et je l'ai repris, ce bout de message, et j'avais monté dans le film, puis je lui reparle de ça. Elle s'en souvenait pas, comme tu vois, elle réagissait, elle disait ah oui, c'était il y a longtemps, c'est un moment où elle n'est pas bien en plus. Il y a le geste effectivement d'offrande, d'offrir son âme, son cœur, tu vois. C'est comme si en fait son regard devenait, et son regard et son âme étaient un peu ce qu'elle offrait au monde. Et il y a l'action de marcher. Tout en marchant, c'est-à-dire Et c'est vraiment le dernier plan du film en fait. Là, enfin avant l'addendum que j'ai fait suite à sa disparition, sa mort, son assassinat. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il faut le redire de plein de façons.
j'y crois pas. Ce dernier plan, long plan séquence vidéo, c'est ça en fait. Elle met ses yeux, son cœur sur la main, elle marche en fait à travers Gaza détruit. Bon, merci beaucoup pour ce film encore une fois. Merci à toi, merci à toute l'équipe d'Acide.